Bonjour, aujourd'hui c'est une vraie chance que nous avons découvrir le lac de Grandlieu au sud-ouest de Nantes. C'est un espace préservé sur lequel nous allons naviguer pour aller à la rencontre de fervents défenseurs du plus grand lac naturel de plaine en France en période hivernale. C'est au levant que le lac livre sa plus belle lumière. En tout cas, c'est comme ça que je le découvre. Une sublime réserve située sur une des grandes voies de migration et qui accueille de nombreuses espèces d'oiseaux. C'est dans ce cadre préservé que je rencontre Christophe Saurin. Voilà un homme qui vit aujourd'hui son rêve d'enfant. Bonjour Christophe. Bonjour Sylvie. J'ai l'impression que ça va être une belle journée. Ah, avec le beau soleil par un brin de vent, on devrait être agréable sur le lac. J'ai découvert le lac de Grandlieu, je pense que je devais avoir 5 ans ou 6 ans en fait, à peu près. Donc en fait je suis né sur une des rivières qui se jette dans le lac, tout près du lac de Grandlieu, dans la commune de Saint-Philbert. Et mon grand-père était un exploitant agricole, mais était un très bon naturaliste en fait. Et je l'accompagnais, je vais dire quasiment pas tous les jours, parce qu'il fallait bien que je vais à l'école, mais je l'accompagnais très régulièrement et donc il m'a donné le goût à la nature. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le lac. Avec déjà un attachement pour le lac Oui. Oui. Ah ouais? Oui. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire le métier que je fais. En fait, c'est une chance, parce que je suis conscient de cette chance-là. Voilà. Votre mission par rapport au lac, finalement, elle consiste en quoi? Donc moi je suis gestionnaire de la réserve, donc en fait la mission est diverse et variée. En fait c'est aussi bien suivre les populations d'oiseaux entre autres, ou de mammifères qui se trouvent au lac de Grandlieu, que de faire des travaux d'entretien, que de faire des suivis en général du lac de Grandlieu, que aussi de faire découvrir le lac de Grandlieu grâce à un observatoire. Et puis bien sûr il y a une petite partie recherche financière pour boucler les budgets. Et en fait les heures c'est pareil, en fait je m'adapte en fonction des besoins des oiseaux. Ça peut être très tôt le matin en période de reproduction pour faire les suivis, comme très tard le soir. Donc voilà, il faut avoir des horaires très modulables, mais quand on est passionné, c'est pas gênant. Je saute dans le lac, je marche pas sur l'eau encore. Ah ouais! Quand je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'eau dans le lac, en fait il n'y a pas d'eau, il y a de l'eau parce qu'il y a une grandeur d'eau. Mais en fait il y a peu de profondeur en fait. La moyenne c'est 0,70. C'est à peu près ça la moyenne du lac en fait. Alors ça dépend où on se trouve sur le lac. Ici on est sur du sable et du gravier en fait. Et je ne viendrai pas vous chercher. Ah bon en plus c'est Bah pas non, gentil. mais que voulez-vous que je fasse? De toute façon, je ne suis pas certaine que Christophe ait très envie qu'on le sépare du lac. Un espace intact grâce à l'action de la Fédération de chasse et de la Fondation pour la protection de l'habitat et de la faune sauvage. Bien en amont de la Loire, près de Saint-Étienne, on travaille aussi dans cette même direction, au plus proche de la nature. On commence à voir le rassemblement de Colvert. Une belle Michel juste devant nous. 2, 4, 6, 10, 12, 13. Nette rousse, col vert ou échasse blanche. Les oiseaux stationnant sur les étangs de la Biterne, sur les monts du Forez, sont divers et variés. C'était le but des chasseurs locaux quand, en 1987, ils rachètent le site via la Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage. Aujourd'hui, la fédération locale est responsable du site. Le comptage est réalisé toutes les semaines, tous les mercredis matins sur la réserve. Depuis la création, ça nous permet de voir l'évolution des populations et à cette période, la reproduction sur la réserve. Le but, je dirais, c'est d'avoir une chasse durable dans le temps. Et pour pouvoir avoir une chasse durable, eh bien sûr, il faut qu'on ait un taux de reproduction le plus important, de manière à ce qu'on puisse avoir dans les années à venir encore des oiseaux à chasser. Les étangs ont donc été aménagés pour le confort des oiseaux, avec notamment des îles pour que les migrateurs puissent se reposer et nicher. Mais aujourd'hui, les chasseurs voient bien plus loin.
L'objectif avant tout, c'est la biodiversité. Donc on a aussi des papillons protégés et assez rares qui se trouvent sur ce site. On a eu l'année dernière un inventaire reptile, amphibien, qui nous a permis aussi de mettre en évidence le triton crêté sur le site ou à proximité. Donc avec l'idée aussi maintenant de pouvoir aménager le site pour d'autres espèces que les espèces aviphones. Un peu plus au sud du Forez, en longeant la Loire, la périphérie de Saint-Étienne. Ici, les stigmates de l'exploitation minière de ces 3 derniers siècles sont encore visibles, avec ce type de terril composé de déchets miniers. Les chasseurs de la région ont décidé il y a 40 ans de prendre les choses en main afin de transformer ces dômes hostiles en asile pour les animaux. Ce défi, ils l'ont déjà relevé sur le terril du Puy-la-Croix, le premier à avoir été acheté par la Fondation. Les bouleaux ont été remplacés par des chênes et des merisiers, véritables garde-manger pour bien des espèces. Et ces petits layons ont été multipliés pour accueillir la faune sauvage. Et il y a 40 ans, il y avait quelques lapins, mais c'est tout ce qu'il y avait sur le site. Maintenant, on retrouve ici aussi bien du chureux, du lapin, du lièvre, du faisan, des migrateurs comme les bécasses, les pigeons, les grives, alors qu'avant, c'était pas le désert, mais c'était très très faible en population. On n'est pas là pour tuer, on n'est pas là pour remplir un frigo, on est là pour voir du gibier, éventuellement faire une ponction quand il le faut, et puis aussi aménager de façon à ce que ce soit agréable, ramasseurs de champignons, ramasseurs de châtaignes, tout le monde, on les accueille agréablement. Là. Avec de telles actions, les chasseurs se révèlent aujourd'hui être de véritables professionnels de l'aménagement du territoire. Grâce à eux, c'est toute la population stéphanoise qui a pu retrouver un peu de nature aux portes de la ville. Retour en campagne, sur les eaux calmes du lac. Interdit au public, il est toutefois possible de le visiter accompagné d'un guide. Un observatoire a même été installé sur le site par la Fondation pour comprendre les enjeux. Et ce matin, c'est Christophe qui nous y emmène. Le lac de Grandlieu, une des particularités, c'est qu'il a un niveau d'eau qui peut changer énormément, en fait, entre l'été et l'hiver. Là, on est en période d'été, c'est-à-dire des plus basses eaux, en fait. Donc le plus bas, c'est général octobre. Donc aujourd'hui, le lac va faire à peu près 2500 hectares, même pas en eau, vous verrez tout à l'heure. Et l'hiver, l'eau va arriver là. Moi déjà, c'est fini. Donc il a la capacité à plus que doubler sa surface, en fait, puisqu'il monte à plus de 6000 hectares l'hiver. La mission de la Fondation est fondamentale en matière de protection des espaces naturels et du maintien de la biodiversité. Paul Bourriot, son directeur, me rappelle à quel point Grandlieu est symbolique en la matière, avec des zones humides qui constituent l'essentiel de son patrimoine. Le lac de Grandlieu, c'est très important parce que c'est la première acquisition. Donc elle a été réalisée au début des années 80. C'est la première acquisition et c'est la plus importante en termes de superficie, puisque le lac de Grandlieu fait en acquisition Fondation à peu près 600 hectares et on n'a pas racheté de territoire équivalent en superficie depuis. Là, à partir de maintenant, jusqu'à l'observatoire, faut pas faire de bruit. Non, il ne faut pas faire de bruit puisque l'observatoire est bien isolé au milieu du lac et les oiseaux s'y posent assez facilement. Et effectivement, si on fait trop de bruit dans les 100 derniers mètres là, qui nous éloignent de l'observatoire, tous les oiseaux vont s'envoler et on ne sera plus en capacité de les voir. Donc silence absolu. Et là, les avions, ça ne les dérange pas? Alors il y a une espèce d'habitude avec les avions, c'est assez récurrent, ils passent quotidiennement et pour le coup les oiseaux ne voient plus ça comme un danger. Un observatoire installé par la Fédération départementale des chasseurs il y a 4-5 ans maintenant. Et pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important, pour la Fondation, j'entends,
puisqu'on insiste beaucoup sur le faire savoir. À savoir qu'on achète un territoire, un beau territoire, mais ça ne sert à rien si on n'est pas capable de le montrer et de l'expliquer aux autres. Là, on est vraiment au bord de l'eau. Donc, en hiver, quand l'eau monte, qu'est-ce qu'il devient l'observatoire? Alors, c'est la particularité de cet observatoire, c'est qu'il est mobile, puisqu'effectivement, en plein hiver, là, on doit être sous 2 ou 3 mètres d'eau, au moins. Le site est classé réserve naturelle régionale, et donc on a interdiction d'y implanter des éléments fixes du bâti. Oui, un observatoire, mais par contre, il fallait pouvoir le retirer. Ainsi, un peu à la manière d'une roulotte, à la montée des eaux, l'observatoire s'en ira. Mais il restera toujours ce belvédère pour observer le lac, situé au cœur du village de Passet, dans la maison touristique. Ici, on rend hommage à l'histoire de ce village de pêcheurs qui en comptait une bonne centaine dans les années 20. À Passet, on a vraiment une histoire particulière. Voilà, c'est un village de pêcheurs avec ses us, ses coutumes. Il a fallu effectivement garder une trace. Donc on a fait appel à la population locale, aux Passy, qui nous ont aidés à collecter des objets et des témoignages aussi. Ils ont fouillé dans leurs propres objets, dans leurs propres souvenirs? Voilà, les greniers, les garages. Ouais. Et ça a été au final un vrai plaisir pour tout le monde. Il était important en fait que l'on remette la femme à sa juste place, puisque voilà, elle a toujours été aux côtés de l'homme. On parle beaucoup de l'homme pêcheur dans ce village et sur le lac de Grandlieu, mais les femmes voilà, épaulaient énormément les hommes. Ce sont elles qui tissaient les filets, donc on le voit ici. Au départ, donc, on était sur du fil de coton. Oui, allez-y, mais voilà, on est vraiment... Donc là, c'est du nylon qui arrivait un petit peu plus tard, mais au départ, donc, c'était du fil de coton. Là, on voit bien le travail également de la chasse, puisqu'on parle beaucoup de la pêche, mais il y avait également beaucoup de chasse sur le lac. Et les Passy, donc les pêcheurs, étaient conducteurs de chasse, c'est-à-dire qu'ils conduisaient donc là, les yoles, le traditionnel bateau de chasse. Ils conduisaient donc les chasseurs et passaient donc la matinée avec eux. Donc les Passy ont côtoyé de nombreuses personnes, notamment Jean-Pierre Guerlain et nombreux de ses amis. Issu d'une de ces familles de pêcheurs, Jean-René Richard a toujours vécu ici, à Passet. Il a eu bien des métiers avant d'être rattrapé par le lac en 1997. Spécialisé dans l'anguille, il a pêché jusqu'à sa retraite en 2010. Voilà, vous n'êtes pas sur la photo, vous êtes trop jeune, hein? Ah non, je suis à côté du photographe, sur le trottoir en face. Mais j'attendais que mon grand-père me fasse un signe pour que je sois sur la photo. Il est où, votre grand-père? Alors mon grand-père, il est là. Bonjour, monsieur. À côté du maire de la commune. D'accord. Et comment il s'appelait, votre grand-père? Parce qu'ils ont tous des surnoms. Alors, mon grand-père, c'était le Meugnan. Le Meugnan? Meugnan. Ça veut dire quoi? Ah, ça... Ah, on ne saura jamais. On ne saura jamais. C'est déformé, sans doute. En fait, on est pêcheurs depuis super longtemps dans votre famille. Hein. Oui. Depuis la Révolution. Donc notre famille est venue à Passet et nous avons toujours été pêcheurs. Et toujours ici. Et toujours ici. Toute la communauté de pêcheurs a pour ainsi dire disparu. Et puis toute l'activité se faisait là, au bord du lac l'hiver. L'eau arrivait à 50 mètres des maisons, donc tous les bateaux étaient rassemblés là. Les viviers, le commerce étaient là. Et l'été, on redescendait au port d'été là-bas. Les maisons de pêcheurs étaient reconnaissables parce que c'était des toutes petites maisons. Pourquoi? Parce que bien souvent, c'était des gens qui avaient des faibles moyens. Et bien souvent, c'était de génération en génération. Les gens, des fois, vivaient dans une seule pièce. Tout tournait autour de la pêche dans le village. Absolument. Il y avait de nombreux marchands de poissons, il y avait un grossiste. Ces marchands allaient à la rencontre des pêcheurs pour acheter. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Les poissons du lac? Les poissons du lac, oui. Nous avons un perche-soleil, le poisson chat là qu'on aperçoit. Ouais.
Poisson-chat. Ça ressemble à un tout petit silure. Tout à fait. Mais ça, il n'y en a pas dans le lac de Grandlieu, ça, du silure. Si, il est arrivé d'en avoir quelques spécimens. Ouais. Même beau, hein, jusqu'à 34 kilos. Oula! Le plus gros. C'est quoi le plus gros que vous ayez sorti, vous? Ah, moi, j'en ai pas pris. Non, mais des poissons, le plus gros. Le brochet, surtout. Bah, ouais. Ouais, le brochet. Ça, on est fiers. Hein. Ah oui, bah, bien sûr, oui. Quand on prend des belles bêtes comme ça. Oui. Ah bah là, c'est vous, par contre. Hein. Ah oui, là, c'est l'hiver. Hein. Et puis, voilà, bah, la pêche continue. Hein. Et, ça a été pris en 2007, ça. Hein. Oui, j'étais encore en activité à cette époque-là. Qu'est-ce que vous aimiez dans la pêche sur le lac? Tout. Tout? Ah oui. Même le matin, se lever de très bonne heure dans le froid? Pas un problème. Pas un problème, moi, je me suis levé tout le temps de bonne heure le matin, puisque j'étais poissonnier avant de faire le métier de la pêche. Et je me levais à 3h15 le matin. Aïe. Donc là, en réalité, je faisais la grasse matinée quand je me levais à 5h. C'est une manière de voir les choses. Hein. Pêcheurs, chasseurs, ils ont tant de choses en commun. En route donc pour l'île Saint-Aubin près d'Angers, sous l'œil vigilant des chasseurs. La journée sera sans fusil sur l'île Saint-Aubin aujourd'hui pour les chasseurs d'Anjou. Leur mission est même pacifique, compter et baguer les cailles des blés, un oiseau encore peu connu sous nos latitudes. On va essayer d'aller capturer de la caille des blés, hein, en fait, afin de faire le suivi. Hein. Avant d'aller à la chasse, il faut d'abord s'occuper des espèces et bien les connaître et puis essayer de les préserver lors des pratiques avec les agriculteurs. Écoute, moi je vais voir les parcelles un peu plus loin à gauche. Ok, puis nous on va filer. On va voir devant. Puis on se retrouve tout à l'heure. Ouais, ok, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc ici on a la Sarthe, hein, qui passe de ce côté-ci de l'île. Côté plus Angers, donc là c'est la Mayenne, hein, et quand on remonte sur la partie nord, là c'est la Vieille Maine. En fait ce sont les trois rivières qui composent le pourtour de l'île Saint-Aubin. C'est une zone totalement humide, puisque ici, si on était là en hiver, on serait sous 2 mètres d'eau. Quand on arrive de bonne heure ici, c'est vrai que c'est une zone sauvage, on a l'impression que personne ne vit ici, alors qu'on est aux portes d'Angers. À mon avis, elle est soit dans la parcelle à droite du pont que tu disais, ou alors dans la petite parcelle d'ici qui est non fauchée. Ouais. Donc ça c'est le chant du mâle quand il arrive auprès de la femelle. Donc on l'entend généralement quand il est pas loin de nous. Et ça c'est le chant qu'on doit entendre pour localiser le mâle en fait. C'est ce qu'on entendait à l'instant. Tiens, elle est là. Elle est pas si loin que ça. Pas loin. Allez. C'est la caille des blés, hein. C'est un oiseau qu'on va trouver dans les grandes étendues comme ici, hein, dans la prairie. Hein. Donc ces oiseaux-là vont arriver une fois l'herbe poussée, hein, quand on peut l'avoir actuellement, juste avant les foins. Donc voilà pourquoi on retrouve cet oiseau-là à ce moment-là. Bon yo-yo. Oui, donc l'oiseau il va venir, hein. Il se glisse sous le filet. Et dès qu'on sent qu'il est sous le filet, hein, donc on se lève, l'oiseau prend peur, il s'envole et il se poche dans le filet qui se situe juste au-dessus de nous, juste au-dessus de sa tête. Je pense qu'elle va arriver, elle répond bien au magnéto. Donc on a des chances. Est-ce que tu as vu beaucoup d'oiseaux pendant les fauches? On a vu un peu de râle des genêts, là, qui y a un petit peu du faisan. D'accord. Alors la barre a bien fonctionné cette année. Ça marche bien, ouais. Les cailles s'envolent grâce au peigne qui les bouscule. Et ça évite aux oiseaux de rentrer dans la faucheuse. Et ainsi on les préserve. Parce qu'on sait que pendant les fauches, il y a de la destruction. Donc si on peut les limiter, si on peut trouver des accords entre agriculteurs et chasseurs, eh bien c'est que du plus pour les animaux, quoi. On préserve l'environnement sur l'île Saint-Aubin depuis longtemps. Après, on adapte plus ou moins les techniques avec le temps qui passe, mais on essaye d'améliorer les choses pour que tout le monde s'y retrouve. Bon Alex, tu vas? C'est bon? Attends, bouge pas, on trouve la sortie. Bon, elle est bien prise. Donc voilà la caille des blés, hein, un petit oiseau migrateur, hein, qu'on trouve sur l'île Saint-Aubin à cette période, hein, surtout en fin de saison de bagage, c'est-à-dire au mois de juillet. Hein. Bon bah ça nous fait la 4e cette année, Johan. Ah yeah. Voilà. Bon. On va essayer de prendre autant que les dernières. On n'est pas rendu au record, mais non. On va tâcher d'y arriver. Voilà.
Notre oiseau fait 85 grammes, donc ce qui est un oiseau relativement petit, hein. Donc il n'y a pas de graisse du tout, hein. Un oiseau qui est juste arrivé de migration. Donc pour cette caille-là, ça sera la GH 144 586, donc ça sera entre guillemets sa carte d'identité. Elle sera référencée à ce numéro-là au Muséum de France. C'est bon? À Grandlieu, rien ne trouble la quiétude du lac, si ce n'est la poignée de pêcheurs professionnels dont fait partie Fredo. Ils sont 7 comme lui à pouvoir pêcher ici. Une règle qui peut sembler stricte, mais qui préserve à la fois la ressource et la viabilité économique de l'activité. On va sortir quoi ce matin à votre avis? Sûrement brème sûr. Ouais. Après peut-être un peu de carpe, brochet et cendre, j'espère. Dans la ville. Comment vous êtes venu à la pêche, vous Frédéric, hein? J'avais mon grand-père qui était pêcheur sur le lac, déjà. Puis après j'avais un oncle qui était pêcheur et quand j'étais petit j'allais toujours à la pêche avec lui, donc pendant mes vacances scolaires. Et après je voulais faire pêcheur. Qu'est-ce qui vous attirait dans le monde de la pêche, hein? La nature. Puis être tranquille. J'aime bien la tranquillité, donc comme je chasse également, donc c'est vrai que sur le lac on est vraiment souvent seul, on est au calme. Allez, 2, 3. Pour vous, c'était forcément de devenir pêcheur sur le lac de Grandlieu, c'était évident, pas envie d'aller pêcher ailleurs, hein? Ah non, c'était sur le lac. Ah ouais? Ça, c'était sur le lac. Et nulle part ailleurs. Et voilà. En tant qu'ancien cuisinier, alors c'est quoi le poisson que vous préfériez travailler? Je préfère le brochet, parce que le brochet, il a plus de goût que le cendre. Ça a vraiment un goût spécifique. Cela, c'est exceptionnel. Là. Ça m'a rapporté bonheur. Donc ça c'est une grosse tanche. Ça fait rire. Non mais dites donc, c'est quoi cette familiarité? Et voilà, une grosse tanche. Ah, c'est que de la brème, hein. Ça c'est un gardon. D'accord. Un gardon blanc. Trop Il y a petit? 2 sortes de gardons. Ouais, ça le problème c'est que c'est pas trop petit mais il en faudrait plusieurs. Donc hors mâle aussi. Salut! Et l'écrevisse de Louisiane. D'accord. D'ailleurs on a... Il n'y a pas grand chose à manger dedans quand même, hein? Si? Là, il y a... Ou là, dans la queue? Dans la queue, ouais. Super bonne pêche ce matin. Quelques écrevisses donc, et puis des cendres qui feront le bonheur des chefs alentours. À quelques battements d'ailes au vert, Christophe Saurin, lui, veille sur son troupeau. De belles nantaises dont il est devenu un fervent défenseur. Elles sont belles, hein? Oui, je trouve. Bah moi aussi, je trouve qu'elles sont belles, hein. Parce qu'au-delà de tout ce que vous faites avec le lac, hein, vous êtes aussi agriculteur? Ouais. Ça vient avant, après, ça vient dans quel sens? Ça vient après. En fait, on a eu besoin d'avoir des vaches pour entretenir la zone, pour recréer de la biodiversité ici. Et on n'a pas trouvé d'agriculteurs localement qui voulaient mettre des animaux. Et donc on a recréé un troupeau avec des vaches nantaises, la vache typique du département, pour entretenir cette zone. Donc au départ, c'était un peu des tondeuses à 4 pattes pour moi. Et puis j'ai pris un petit peu d'affection à ces animaux. Et donc maintenant, je les aime bien et je m'en occupe bien, je pense. Elles ont l'air de bien se porter. Puis c'est une jolie tondeuse quand même. Oui, c'est quand même plaisant. Non. Voilà, la balade se termine. J'espère que vous avez passé un très agréable moment. On se retrouve dès la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité. À très vite. Lui, on garde, hein? Non. Non plus? Parce qu'il fait pas la maille. Ouais, il fait une pêche où il garde pas, lui. Tout à fait, Thierry. Non, c'est Sylvie. Les passis. Voilà.